Bon, Florent, je vais lancer la room officiellement pour l'enregistrement. 3, 2, 1. Bonjour, bienvenue à tous et à toutes pour cette nouvelle room, l'art du NFT, avec toujours mon comparse Florent qui est avec nous et notre invité du jour qui est Tommy, avec son avatar Pogwerk. On va lui donner la parole tout à l'heure. Comme tous les mardis, vous le savez, on organise cette room sur l'art et les NFT sur Clubhouse. Donc c'est à 18 h, c'est enregistré en direct et vous retrouvez l'enregistrement sur toutes les bonnes chaînes de podcast. J'ai une petite actualité, en fait non, j'ai une grosse actualité parce que j'étais le mercredi dernier dans la ville de Arles, qui est dans le sud de la France, comme vous le savez, aux portes de la Camargue, et il y avait un grand événement qui s'appelle Octobre numérique, qui dure 15 jours dans la ville de Arles, un peu partout. Il y a des expositions d'art digital, des œuvres vraiment stupéfiantes qui sont in situ dans des églises, dans des ateliers, dans des théâtres, etc. Et il y a vraiment une sorte de communion autour de l'art digital. Donc ça, c'est vraiment une chose que l'on peut encore aller voir à Arles, puisque ça dure jusqu'au 24 octobre. Et moi, j'ai surtout assisté à la journée spéciale consacrée au NFT et au métaverse. Donc, la ville de Arles proposait une rencontre exceptionnelle avec des grands acteurs français dans le domaine des NFT et des métaverses. J'ai assisté là-bas toute la journée, c'était au théâtre d'Arles, et il y avait notre ami John Carp du NFT Morning, évidemment, qui est vraiment une référence en France dans le domaine des NFT. Il y avait des artistes, il y avait des créateurs de projets, il y avait un directeur de métaverse. En gros, pour vous raconter rapidement ce qu'il en ressort, c'est que John a présenté le NFT dans sa globalité. Il faut savoir qu'on n'était quand même pas très nombreux. Il y avait dans ce théâtre d'Arles, nous étions peut-être une cinquantaine de personnes, et j'avais vraiment l'impression d'être parmi les pionniers de cette aventure NFT. Je me disais que dans 2 ans, on sera à mon avis 2000 personnes. Tellement, tellement aujourd'hui les NFT sont en train de prendre de l'ampleur et le grand public va s'intéresser énormément à ce phénomène, je pense, d'ici quelques mois. Donc on n'était pas nombreux, mais on était très très impliqués et passionnés par cet univers. John a présenté la journée. Ensuite, ce qui était très impressionnant, c'était Sébastien Borgé, le directeur de Sandbox. Sandbox, qui est, comme vous le savez, un métaverse extrêmement complexe. Sébastien Borgé est le fondateur, il est français. Il était avec nous en visioconférence parce qu'il n'a pas pu se rendre à Arles. Et il nous a présenté pendant, je dirais, une bonne heure, l'ensemble de l'écosystème Sandbox. Et c'est assez impressionnant et stupéfiant d'imaginer ce que j'ignorais totalement, c'est que Sandbox, c'est bien plus qu'un métaverse, c'est une plateforme de développement où chacun peut développer son propre jeu vidéo, développer ses propres galeries d'art, ses galeries NFT, etc. Et ce que j'ai compris d'assez impressionnant, c'est que quand on se balade avec son avatar dans tout l'univers Sandbox, on peut passer d'un monde à un autre. Et finalement, on peut passer d'un jeu vidéo à un autre, simplement en faisant avancer son petit bonhomme. Et on peut donc changer perpétuellement d'univers tout au long du parcours sur le monde Sandbox. Alors Sandbox, vous le savez, il y a déjà des lands, ce sont des territoires virtuels qui se vendent déjà depuis des mois et des mois. Il y a une inflation d'ailleurs très, très rapide sur le prix de ces lands, et ces lands deviennent stratégiques puisqu'il faut d'abord acheter un land pour pouvoir proposer un projet, pour pouvoir exister Sandbox. Mais ça commence à bien marcher. Le monde entier, même les Américains, l'Europe, beaucoup de continents sont maintenant impliqués dans The Sandbox. On a vu le Snoop Dogg qui a fait un concert virtuel dans The Sandbox. Et, euh, et justement, ce qui était vraiment intéressant, c'est que les grandes marques arrivent dans cet univers pour proposer des choses nouvelles, justement par rapport au NFT. Donc il y a beaucoup de produits qui sont proposés en NFT. C'était une présentation vraiment impressionnante de la part de Sébastien Borgé de Sandbox. On va le recevoir dans notre room très prochainement. On est en train de caler une date avec lui, mais c'était une intervention remarquée dans ces journées d'octobre numérique à Arles.
Autre intervention remarquée, c'était les artistes Obvious qui se sont fait connaître. Alors on les a reçus, on les a entendus dans le NFT Morning. Nous, on va essayer de les recevoir aussi. Et ils ont marqué l'art digital en France puisqu'ils ont vendu une œuvre fabriquée avec de l'intelligence artificielle. C'était vendu chez Christie's il y a déjà 3 ans et ça a atteint la somme de 400 000 euros. Et c'est un portrait dans un style art ancien, très 18e siècle. C'est un portrait qui a été composé par une intelligence artificielle, qui a été nourrie par des milliers et des centaines de milliers d'images de tableaux. Et c'était la première fois qu'un collectif d'artistes français proposait une œuvre comme ça. Aujourd'hui, maintenant, ces œuvres sont vendues en NFT, évidemment. Et une grande galerie parisienne qui s'appelle Kamel Menour, qui est un grand galeriste d'art contemporain, les a pris sous son aile pour les exposer dans sa galerie et pour jeter des ponts entre cet univers digital, NFT, et les collectionneurs d'art contemporain plus traditionnels. Donc les trois étaient là, les trois d'Obvious étaient là pour nous raconter cette grande aventure. Et puis, autre intervention qui m'a plu aussi, c'est celle de l'entreprise Renaissance NFT, qui, qui propose de tokeniser, comme on dit, des grands tableaux. Donc là, ils ont fait un accord avec le British Museum pour tokeniser, disons, pour placer en NFT ou pour proposer en NFT des œuvres de Hokusai, qui est le fameux japonais qui a créé cette grande vague dans un style japonisant, évidemment, très 19e japonais. Cette grande vague que tout le monde connaît, et bien maintenant on peut s'offrir en NFT cette vague d'Hokusai, qui est évidemment produite en multiples. Donc on obtient une photo haute définition, hein. Je vous ai déjà parlé plusieurs fois dans cette room de la façon dont les musées, que ce soit le musée de Florence, le musée de Florence ou le musée de l'Ermitage à Saint-Pétersbourg, qui déjà propose de faire des photos haute définition des grands tableaux de l'humanité et de vous proposer d'acheter ces clichés très haute définition en NFT. Donc vous en êtes possesseur, vous avez un titre de propriété sur ces photos haute définition de grands tableaux de l'humanité. Donc c'est une autre intervention qui m'a plu. Et puis, oui, tout à fait. Tu as raison de préciser, ils étaient tous les 2 sur scène ensemble, effectivement. La collection, voilà, c'est la collection qui est la start-up qui tokenise les œuvres et c'est Renaissance NFT qui est une start-up de communication NFT, qui va, booster le projet, qui entoure le projet de toute sa compétence, effectivement. Parce que tous ces gens-là étaient sur scène en même temps et ça crée une grande émulation. Donc ça, c'est ce que j'ai retenu, moi, ce que j'aimerais maintenant, c'est peut-être faire intervenir directement Tommy et te demander, Tommy, de te présenter. Bon, je pense qu'on peut déjà dire que tu es dans l'univers, enfin, tu es un porteur de projets à la fois NFT, mais aussi blockchain, métaverse. J'ai vu que tu étais très actif dans beaucoup de projets dans ces domaines-là. Est-ce que tu peux aujourd'hui simplement déjà te présenter et puis après parler de tes projets? Déjà, merci pour la présentation et puis surtout pour les super informations. J'étais pas au courant que c'était organisé et c'est vrai que j'ai beaucoup aimé comme la façon dont tu as présenté The Sandbox. Moi, de mon côté, je suis un développeur, donc ça fait maintenant un peu plus de 6 mois que je suis dans le NFT. En tant que développeur, j'ai beaucoup travaillé sur différents types de projets, que ce soit des projets en tant que développeur blockchain, du RC 721, donc des collections de collectibles, de l'art interactif, donc sur Ikenunk, de l'art self-aware, donc qui va reprendre directement des paramètres en lisant les adresses de wallet des personnes qui consultent l'œuvre. Mais j'ai aussi travaillé là récemment sur Unknown Trajectory. Donc Unknown Trajectory qui est un metaverse dans lequel les gens vont pouvoir créer des sarcophages et des time capsules en fait qui vont pouvoir remplir d'informations directement sur la blockchain Ethereum. Donc on a fait ça en sorte de 3 étapes. La première étape est aujourd'hui collecter les premières
pièces de ce puzzle en fait qui va s'assembler au fur et à mesure et qui va vous offrir la possibilité d'avoir par la collection d'un certain nombre de pièces un assemblage qui va être en même temps une œuvre en fait dans le style de Tech Keys, qui est lui aussi un artiste NFT et un ami avec lequel on a commencé à travailler sur Non Trajectory. Donc si vous voulez regarder, on a déjà construit une sorte de mini-verse, je vais dire, à nontrajectory.com. C'est dans ma bio, et si vous regardez mon Twitter, vous pouvez le retrouver sur le Linktree. Et donc le but, c'est à la fin justement d'avoir ce concept de création d'îlots en fait dans une sorte d'espace éthéré dans lequel les gens vont pouvoir en fait construire leurs œuvres uniques et choisir eux-mêmes en fait à quoi va ressembler leur building ou enfin ce qu'on appelle les satellites et les entités qui vont être justement des œuvres uniques dont ils vont voir changer les paramètres et l'aspect visuel et la rareté et différents paramètres. Donc c'est un peu compliqué, donc je vous invite à regarder le white paper. Oui. Mais récemment, j'ai aussi commencé à travailler donc, sur un site appelé pixiebox.io qui offre à chaque artiste la possibilité de créer une collection d'avatars, en fait une collection générative depuis un template Photoshop, quoi. Alors attends, je te coupe, Tommy, parce que ça, tu abordes déjà un deuxième projet qui me passionne. J'aimerais beaucoup qu'on revienne, qu'on en parle, mais j'aimerais revenir sur ton premier projet. Moi, c'est celui par lequel je t'ai connu, qui s'appelle unknowntrajectory.com, donc unknowntrajectory.com. Donc, je me suis imprégné du white paper et j'ai vu que c'était, à l'instar de Sandbox, c'est aussi un projet totalement complexe et abouti. C'était, enfin, englobant tous les aspects de la blockchain, puisque j'ai vu qu'on pouvait stacker après ces NFT. Donc, on peut faire de la création soi-même, on peut adapter les satellites. Donc, il faut les acheter en Ether, hein, puisque vous êtes sur la blockchain Ethereum. Il faut ensuite on peut donc les adapter, on peut les modifier. Donc il y a de l'intervention de la création artistique là-dedans. Et puis j'ai vu qu'il y avait un côté DeFi, comme on dit, Decentralized Finance, où j'imagine qu'on peut stacker, donc on peut faire fructifier sa création NFT sur votre univers, sur votre blockchain, et pour obtenir après encore plus d'Ether ou encore plus de tokens de gouvernance. Enfin, j'imagine qu'il y a une sorte de gouvernance comme ça, une sorte de DAO qui va s'installer progressivement, c'est ça? Alors, du coup, on n'a pas prévu de DAO en tant que tel. L'aspect DeFi est lié à une chasse au trésor. On peut faire simple, on résume en chasse au trésor, mais vous allez avoir, c'est un système de coordonnées en fait, qui va être composé de trois lettres. Donc à chaque fois que vous composez quelque chose, vous allez avoir une lettre principale. Par exemple, imaginons que vous avez la lettre A. Si vous prenez 5 itérations de la lettre A, vous allez avoir la position AA. Si elle est déjà, si elle est encore disponible. Et ensuite, si vous rajoutez 5 itérations de la lettre A, vous allez avoir la position AAA. Donc sur les positions externes, il va y avoir une randomisation de certains espaces qui vont donner un pourcentage en fait des ventes secondaires du projet. Dans le sens où chaque position du métaverse progressivement va pouvoir être liée à des drops massifs de Ethereum, quoi. Donc ça rajoute une valeur secondaire à chaque élément. Parce qu'aujourd'hui, vous pouvez collecter des éléments qui vont certainement pas, comme les autres collections d'avatars, devenir extrêmement chères rapidement, mais qui dans le futur, quand imaginons que ce soit la dernière clé pour atteindre le dernier élément disponible qui permet d'atteindre une position, et ça fait 3 mois que personne a réussi à l'atteindre parce que vous avez le dernier point, vous allez avoir un drop énorme en fait. Et vous allez avoir la dernière clé qui va augmenter en valeur au fur et à mesure puisque vous aurez la dernière, quoi. En fait, nous, on a vraiment réfléchi ce projet-là. On est parti de comment faire pour que chaque objet collecté ait une valeur qui soit dans un temps, dans un long terme, parce qu'on est aussi un projet qui réfléchit sur le long terme, qui n'est pas vraiment le cas de beaucoup de collections que vous allez pouvoir collecter maintenant, qui sont, bon, je ne vais pas dire des pump and dump, mais qui sont beaucoup basées sur le fait de vous allez acheter un avatar, il va tripler sa valeur ou multiplier sa valeur par 10 et ensuite la collection va retomber un peu dans l'oubli, peut-être remonter un peu plus tard.
mais c'est souvent une stratégie un peu ICO. Et si vous êtes un peu dans la crypto, vous comprendrez ce que je veux dire en termes de construire un projet qui n'est pas forcément fondé et qui n'a pas vraiment de long terme, mais juste pour faire des volumes massifs, quoi. Nous, c'est pas notre objectif. On veut vraiment se baser sur le fait de, dans le long terme, à 10 ans, à 20 ans, le projet sera toujours là. On veut construire un monument en fait dans la blockchain, quelque chose qui est en fait un pamphlet. Donc c'est une œuvre un peu contestataire, puisqu'on a aussi refusé, on s'est refusé aux stratégies de marketing agressives, à la construction fictive de followers, et en disant ouais ben nous ce qu'on va faire c'est vraiment on va dropper, il n'y aura pas de FOMO, il n'y aura rien du tout, et les gens en fait ils vont collecter parce qu'ils apprécient le projet, et c'est comme ça qu'on avance en fait, c'est comme ça que on construit notre trajectory, et en fait on parle d'onboarding parce qu'on fait monter les gens sur le vaisseau et vers une destination inconnue. Mais bon, on a quand même des objectifs et on sait où on va, quoi. Mais on veut faire régner cet aspect de mystère autour de ce qui se passe, et au fur et à mesure vraiment introduire des nouveaux éléments, que ce soit au niveau de l'histoire ou au niveau du coup du métaverse par lui-même, quoi. Ouais, parce qu'aujourd'hui, le projet, il a été lancé il y a quelques mois. Aujourd'hui, vous êtes à combien de personnes d'utilisateurs, en fait, combien de gens qui suivent ce projet? Donc aujourd'hui, on n'en a pas beaucoup, on a quasiment 500 personnes, mais sans aucun marketing, c'est que du bouche-oreille pour le moment. Donc on a évidemment une campagne marketing qui va commencer à débuter là, parce que nous on travaille sur la deuxième partie du projet, qui est vraiment celle où on va faire de la promotion, qui va être le combinateur, hein, puisque collecter les éléments, je peux uniquement vous inviter justement à les collecter, mais sans FOMO, encore une fois, ne vous jetez pas dessus, et que économisez, regardez le gaz, et puis prenez surtout le temps de découvrir ce qui se passe. La deuxième partie va être la possibilité de créer vous-même vos œuvres à partir des éléments qu'on a. Donc là, on a pas mal travaillé du coup sur cette partie qui est aussi un gros challenge technique qu'on a quasiment surmonté. En fait, on a plus d'inconnus là. C'est juste, il nous reste à faire tous les templates et vraiment les algorithmes de rareté qui sont, on va dire, à 70%. Et ouais, voilà, on avance dans ce sens-là. Et justement, ça, c'est une approche un peu originale. Et C'est ce justement, c'est quelque chose qu'on voulait apporter à la blockchain, puisque c'est vrai qu'on est beaucoup autour du FOMO. Et on voulait avoir un projet qui est un bon projet, je veux dire, pour débuter en tant que dans le monde NFT, en se disant, bah écoute, je vais collecter ça, parce que du coup, chaque NFT est actuellement interactif et musical sur une fois qu'ils seront révélés, et évidemment unique. Unique et vous ah, pouvez voilà, voir ça sur le white paper, quoi. ouais, c'est vers ça que je voulais t'amener. Donc, c'est très bien qu'on parle d'art génératif. Est-ce que j'aimerais juste rappeler que quand tu parles du FOMO, c'est un acronyme américain qui veut dire Fear of Missing Out et qui représente dans tout ce qui est les projets crypto NFT, qui représente la folie acheteuse, c'est-à-dire l'impulsion d'achat. Et toi, tu es en train justement de sortir de ça et de dire ne vous précipitez pas sur notre projet, prenez le temps de le comprendre, de l'examiner et n'achetez pas notre token sans comprendre ce qui va se passer ensuite parce que vous êtes là pour durer 20 ans. Et ça fait du bien d'entendre ça parce que quand on voit tous les projets NFT où tout le monde se dit si tu n'as pas investi dans les 24 heures, c'est que déjà tu as loupé le coche et que tu vas être dépassé. Donc ça démoralise plus qu'autre chose. Donc ça déjà, c'est une bonne stratégie, j'aime bien. Alors sur l'art génératif, nous, effectivement, on a plein de questions avec Florent parce que c'est quelque chose qu'on voudrait traiter maintenant parce que on voit bien que ça décolle depuis longtemps. On voit qu'il y a un intérêt énorme autour de l'art génératif. Toi, donc dans ton projet justement, dans Unknown Trajectory, il y a cet aspect génératif, j'imagine, où les NFT sont interactifs en eux-mêmes. C'est ça que tu dis? Interactif, effectivement. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est que sur la blockchain, enfin, directement, en fait, enfin, pas sur la blockchain, mais sur OpenSea, vous allez pouvoir voir là, si vous regardez une trajectory sur OpenSea, vous verrez des points d'interrogation, puisque encore une fois, nous, on voulait vraiment aller jusqu'au bout il n'y a pas de FOMO, allez pas acheter des trucs parce que vous voulez plus rare, juste on révèle rien, quoi. Et justement, là, on a un point d'interrogation qui fait de la musique. Si vous allez sur le white paper, vous pouvez voir à quoi il ressemble en vrai. Donc, on a le numéro 100, il me semble,
qui est affiché, mais c'est un algorithme un peu différent, donc ce ne sera pas le vrai numéro 100. Mais vous pouvez voir, en fait, chacun va avoir du coup plusieurs propriétés, donc 6 différentes propriétés qui vont définir en fait ce à quoi il va ressembler sur la chaîne. Sur OpenSea, et donc vous allez pouvoir jouer des mélodies aussi. Si vous cliquez dessus, ça va faire, vous allez voir, ça va émettre un son qui est un mélange de trois différents instruments. Et en fait, plus vous allez avoir d'itérations, c'est-à-dire le nombre de pouvoirs combinatoires, et plus vous allez pouvoir faire des mélodies complexes. Dans le sens où, euh, imaginons que vous créez un satellite, donc qui est une combinaison de 5 itérations. Votre satellite, il va faire 5 notes. Donc vous allez avoir bing bing, bang bang. Bon, du coup, tout ça, c'est aussi génératif sur ce point-là. Le NFT en lui-même est aussi génératif. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé, il me semble qu'il y a 10 textures différentes qui sont du coup de la palette de TechKeys. Donc n'hésitez pas à regarder aussi TechKeys, qui est l'artiste qui est avec lequel, pour faire simple, ce projet-là, ça va vous permettre de créer des 1 sur 1 sur fondation de TechKeys, qui est un artiste qui vend, il me semble qu'il a un floor à 1,5 de ETH sur Foundation. Donc le but c'était vraiment d'utiliser sa palette et ses outils, et vous allez voir que les éléments là, vous allez les retrouver dans les pièces de TechKeys. C'est en fait ça fait partie de son univers visuel et son univers artistique, quoi. En fait le but c'est justement sur la troisième étape où on va avoir des observeurs. En fait les observeurs qui vont être les entités que vous allez pouvoir voir sur les pièces de TechKeys. Vous voyez des personnages un peu féeriques, un peu éthérés. D'un univers parallèle positif, on va dire, que vous allez pouvoir en fait utiliser comme base de combinaison en utilisant votre satellite, les éléments, et puis vous allez pouvoir recombiner pour arriver à ce niveau de ce qu'on appelle d'entité, quoi. Donc attends, parce que là je suis sur ton OpenSea justement, donc sur Mhm. Unknown Trajectory. Donc j'ai vu que vous aviez votre page. Alors j'ai vu qu'en fait on achète les points d'interrogation sont des NFT qui s'appellent Encrypted Signal. Donc c'est un signal crypté. Il y a des numéros. Et en fait, en achetant, donc il y a 8888 NFT, c'est ça. Mhm. Et quand on achète un signal crypté, ça permet, c'est comme une grande énigme en fait, ça permet d'avancer dans l'énigme. Enfin, c'est un morceau du puzzle quoi finalement. Non, non, en fait, le signal crypté va être ce qu'on appelle une forme, une shape, que vous pouvez voir sur le white paper. Et pour l'instant, ils ne sont pas révélés. Parce qu'on ne voulait pas justement ou du moins il me semble qu'on révèle à 70% de ventes. D'ici là, vous allez pouvoir voir justement ces trucs, à partir du moment où ils sont révélés, vont apparaître comme avec leur rareté, leurs satellites, leurs itérations, leurs textures et leur forme, quoi. Donc vous allez avoir, pour l'instant, vous achetez quelque chose qui n'est pas encore révélé, donc c'est une façon d'investir sur le projet. On a aussi des incentives, en gros, évidemment, si vous êtes le premier à investir, pour les 100 premiers collecteurs, on a un drone qui va être en gros l'avatar de Unknown Trajectory une fois qu'on aura implémenté le multijoueur. Donc vous allez avoir des drones uniques, donc en édition limitée, un peu à la façon des wearables, si vous êtes familier avec les métaverses. Donc par exemple, vous allez avoir uniquement 100 drones qui vont être pour les 100 premiers collecteurs. Vous avez un drone pour la première personne qui a acheté 20 éléments, 10 éléments, 5 éléments. La première personne qui a acheté un élément, et ainsi de suite. Et on a des missions en fait sur le Discord qui vont se mettre en place bientôt, qui, si elles sont réussies, vont permettre d'avoir des drones uniques ou des drones vraiment rares, etc. Vous avez aussi un niveau sur le Discord avec votre niveau d'interaction qui va définir votre éligibilité à des avatars spéciaux en fait. Et donc ça c'est une partie annexe du projet. Donc vous allez avoir toutes les combinaisons, mais aussi le projet a pour but d'être un métaverse, donc c'est-à-dire d'avoir une partie multijoueur sur laquelle vous allez pouvoir voir d'autres personnes, donc directement dans l'hyperspace, quoi. Ce qu'on appelle en gros notre univers, que vous pouvez déjà voir les débuts sur anotrajectory.com. Que je comprenne bien, parce qu'on a parlé de deux mots-clés. Il y a le mot NFT interactif. Interactif, ça veut dire qu'on interagit avec le NFT, mais donc les deux sont mélangés. C'est-à-dire que quand on interagit avec son NFT, l'ordinateur, enfin, disons, la machine, génère automatiquement un nouvel NFT, quoi.
Alors du coup, nous on a déjà généré, c'est-à-dire que l'algorithme de génération est déjà de notre côté, donc le génératif en fait c'est-à-dire c'est une fonction randomisée qui dispose d'une seed, en fait c'est vraiment technique. Mais pour faire simple, nous on a déjà fait les 8888 et une fois qu'ils sont révélés, évidemment on a créé un algorithme pour choisir quelle est la forme, quelle est la note, quelle est la sonorité, quelle est la texture, quels vont être le nombre d'itérations et le nombre de satellites. Donc les satellites sont des cartouches dans lesquelles vous allez pouvoir mettre différents types de choses, de contenu multimédia, par exemple des images, des vidéos, du contenu interactif, vous pouvez avoir des iframes. Oui, je ne veux pas rentrer trop en détail là-dessus, mais évidemment, c'est les deux, c'est interactif et itératif. Interactif de par le fait que vous allez pouvoir sur le site rajouter des éléments sur les capsules, mais aussi que votre NFT, quand vous cliquez dessus sur OpenSea, il va produire une sonorité qui lui est unique, quoi. Ouais, ok, alors ça va être amusant parce que plus tu parles de son, de sonorité avec la conquête spatiale, moi ça m'évoque un très vieux film qui s'appelle Rencontre du troisième type de Spielberg, je crois, et donc il y avait les vaisseaux spatiaux qui communiquaient par des sonorités, par une succession de notes de musique. Donc j'imagine que j'aime bien cette relation très poétique entre l'espace-temps, finalement c'est la relation espace-temps et la sonorité, donc les sens en éveil, quoi, finalement. Donc je trouve ça assez poétique, mais l'art génératif, vous, ça vous est venu, l'idée est venue comment et quel est l'intérêt pour vous, pour votre projet de faire cet art génératif? Alors l'intérêt de l'art génératif, et du coup je pense que ce serait une bonne transition sur Pixiebox, c'est que ça offre une nouvelle possibilité, en fait une nouvelle structure financière à un projet NFT. Puisque ça permet d'avoir beaucoup plus de personnes qui investissent sur un projet, en fait, de par le fait que vous allez dire, ouais, ben, on a 8 000 ou 10 000 ou 15 000 pièces qui vont être à un prix plus faible qu'une pièce d'un artiste reconnu, puisque tout le monde n'a pas le potentiel d'investir 2 000 $ directement dans une pièce, quoi, ou 5 000 $ ou 6 000 $, ou pour certains artistes 50 000 $ pour un sur un. Donc faire un projet génératif, ça permet d'avoir une autre forme d'art. Et moi, je pense que c'est tout un mouvement artistique là dont on est en train d'être témoin, puisque plus de collections dans ce sens-là vont apparaître, et plus d'artistes vont en fait s'essayer à ce type d'art en fait, puisque c'est une énorme opportunité pour les artistes, puisque ça leur permet en fait d'avoir beaucoup plus de collecteurs et beaucoup plus de visibilité en fait, de par justement cette structure générative et l'augmentation du nombre de pièces. Oui, et d'obtenir surtout des pièces uniques, parce que même s'il y a 10 000 pièces, qui est énorme en termes d'art, mais c'est 10 000 pièces à chaque fois qui sont uniques. Et donc, contrairement à l'art classique, moi je viens de l'art contemporain classique, où si on voulait toucher 10 000 collectionneurs, alors on faisait 10 000 lithographies d'une même œuvre ou d'une même série d'œuvres, par exemple, mais personne n'avait des œuvres uniques, on avait tous des multiples en fait. Alors que là, vous proposez, avec l'art génératif, on propose aux collectionneurs NFT d'avoir à chaque fois un NFT qui est unique en soi. Oui, effectivement. Et il y a aussi un énorme avantage, c'est en fait ce qu'on appelle la rareté artificielle, puisque dans chaque collection, vous remarquerez que certains NFT sont beaucoup plus rares que d'autres. Vous allez avoir certains qui sont vraiment uniques sur la collection, qui ont des traits uniques, ou qui vont avoir une combinaison qui est vraiment rare. Et en fait, plus vous allez avoir un NFT rare, et plus il va être cher par rapport au floor, en fait, la valeur de base de la collection. Et donc ça a créé beaucoup d'opportunités pour les investisseurs, du fait que maintenant le flip de NFT, les activités de degen, comme on les appelle, consistent à basiquement essayer d'avoir les pièces les plus rares pour les revendre et en acheter le maximum de pièces pour avoir justement se rembourser l'achat complet d'une collection, quoi. Et donc, ça, c'est ce qui se passe au travers de la majorité des collections NFT. Vous avez beaucoup d'investisseurs qui sont là, qui ne se soucient pas vraiment de l'art, mais qui sont là pour faire justement un profit au travers de l'achat et de la revente sur le prix de base. Ce qui a une énorme valeur pour l'artiste, puisque l'artiste, tout ça. Donc en général, c'est entre 10 et 15%. À chaque revente, il touche entre 10 et 15% directement dans sa poche, quoi. Donc ça, c'est un énorme avantage pour les artistes, avoir tout ce second marché boosté par le fait que il y a des investisseurs qui sont là, que ce soit pour l'art
ou que ce soit justement pour le profit, quoi. Et c'est un énorme plus justement des collections génératives. Oui, oui, je suis tout à fait d'accord. D'ailleurs, tu me fais penser à chaque fois que je parle de NFT autour de moi, les gens qui en entendent parler entendent beaucoup parler de la spéculation qu'il y a autour des NFT. Et à chaque fois, je suis obligé de leur rappeler que c'est vieux comme le monde et c'est vieux comme l'art. C'est-à-dire que l'art impressionniste, avant d'être reconnu, a d'abord fait l'objet de beaucoup de spéculations. L'art moderne aussi, je connais beaucoup d'histoires de gens qui achetaient des Picasso en 1915, 1920 et qui détestaient sa peinture et qui achetaient pour spéculer, c'est-à-dire qu'ils achetaient, ils le mettaient dans un coffre à la banque, à l'époque où les banques avaient des coffres énormes, et ils disaient, je veux surtout pas voir ces horreurs, mais je sais que je pourrais le revendre en faisant x2, x3 dans quelques années. Donc il y a toujours, et en principe même c'est plutôt un bon signe quand il y a de la spéculation sur des actifs, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'intérêt, et ça veut dire qu'après, une fois que le marché aura été épuré, que les bons projets pourront émerger. Évidemment, moi je pense que de toute façon, là, en l'état actuel du marché, on parle pas de x2, x3. Si vous voulez un exemple, par exemple, là, j'ai un ami à moi qui est francophone d'ailleurs, et je vous recommande vivement de l'inviter ici, parce il est l'artiste qui a créé la collection de Diamond Hands. Pour faire simple, c'est un artiste très talentueux, artiste 3D. Et donc sur cette collection-là, il a fait à peu près 16 000 rendus différents qu'il a combinés en 15 000, il me semble 11 111 pièces. Donc c'est une super collection. Franchement, je vous invite à regarder ça sur OpenSea, Diamond Hands. Et pour faire ça, moi j'en ai collecté une dizaine, et sur la dizaine, j'en ai eu un rare que j'ai vendu pour un Ethereum. Donc j'ai payé en tout 0,8. J'ai dû payer en tout un Ethereum pour en collecter 10, et j'ai revendu une seule pièce pour le prix total de tout ce que j'avais acheté. Donc les autres, basiquement, je les ai eu quasiment gratuitement. Sauf qu'en plus de ça, là vous avez la collection qui va augmenter, puisque eux c'est un projet DeFi donc qui en fait fractionnalise des NFT. Par exemple, je crois que j'ai 0,02% d'un punk, vous savez, d'un CryptoPunk qui vaut un demi-million de dollars. Et donc, ça, je vais pouvoir le revendre plus tard, et c'est lié directement à la valeur du punk. Et ça, c'est lié du coup au nombre de Diamond Hands que vous possédez. Donc ça, c'est une très bonne collection, vous voyez, mais même comme ça, à partir du moment où il y avait des signaux sur la blockchain, même les gens qui connaissaient pas la collection, en fait, à partir du moment où il y en avait 1000, 2000 vendus, le projet a été vendu complètement pour à peu près 4 millions de dollars de vente en l'espace d'une heure, quoi. Et ça, c'est surtout ça qu'il faut voir, en fait, c'est que c'est des très gros chiffres. Tout le monde comme dans tous les projets crypto, en fait. Euh, Vous avez beaucoup d'opportunités, et puis tout le monde, en fait, à la fin, si bien sûr, je vous conseille vraiment de vous former et de savoir ce que vous faites, mais que ce soit du côté artiste ou du côté investisseur, il y a moyen de rentabiliser ces investissements. On ne parle pas de 2 3 ans, on parle de 2 3 minutes. Et c'est surtout ça qui est intéressant, quoi, au travers de ces collections génératives. Ouais, mais là, justement, alors là, on est en plein dans le FOMO, hein. C'est-à-dire que là, on est dans l'excitation de l'achat d'impulsion où il faut se précipiter d'acheter pour acheter parce que au bout de 24 heures, déjà, ça va monter. Et ce dont tu parles, ça m'évoque le fameux Metakovan, qui est cet Indien qui a acheté l'œuvre de Beeple au mois de mars. Il l'a acheté 69 millions de dollars, comme tout le monde s'en souvient. Et il a immédiatement proposé justement de fractionner, donc de tokeniser l'ensemble de sa collection de Beeple, parce qu'il a énormément d'œuvres de Beeple, et il propose à chacun de détenir un token, donc une petite parcelle de toute cette collection. Et donc, on peut détenir 0,01% d'une collection d'art. Moi, je trouve l'idée absolument brillante. Et d'ailleurs, je crois savoir que des grands musées traditionnels sont en train de s'intéresser à ça et de tokeniser des grands tableaux directement. Comme ça, on pourrait posséder carrément une partie de la Joconde, par exemple. Enfin, ce serait un truc incroyable. Mais à mon avis, ça va venir plus vite que prévu. Euh, Mais je t'invite vraiment à regarder fractional.art, qui a déjà du coup une plateforme complète dédiée du coup à la fractionnalisation d'NFT. Et donc vous pouvez vous de votre collection fractionnaliser tous vos pièces sous ERC 721, et donc directement avoir justement cette fractionnalisation mise en place. Et en fait, ça permet même plus que ça, puisqu'en fait, en fractionnalisant votre NFT, vous créez une crypto adossée à votre NFT, que les gens peuvent s'échanger, en fait. Et donc vous avez justement des collections qui vont prendre plus de valeur que le floor actuel.
de par le fait que d'autres personnes veulent investir sur cette. En fait, ça détache un peu le NFT en lui-même de la collection et du floor global de la collection. Donc le floor, c'est le prix minimum auquel vous pouvez acheter une pièce d'une collection, quoi. Oui, évidemment, bah, fractional.art, je vous avoue que c'était un peu, j'ai du mal à comprendre, hein, c'est un peu compliqué. Mais pour faire simple, vous avez, imaginons là le punk dont je possède, je crois que j'ai 35 tokens de ce punk et il y en a en tout 100 000. Donc mes 35 tokens, ils valent à peu près 300 $ sur le prix indexé du punk. Donc quand il a été listé, il était à 300 000 $, donc c'est le prix, c'était le prix du floor. Euh, mais maintenant, il est presque à 500 000 $. Donc les gens, en fait, ont acheté, ont vendu les tokens et il y avait plus de demandes que d'offres. Donc le prix a augmenté progressivement. Et donc, en fait, vous pouvez choisir de vendre vos tokens pour le prix que vous voulez. Sauf qu'il y a une fonctionnalité sur ce punk qui s'appelle acheter le punk. Et en fait, le floor, enfin le prix global, c'est-à-dire maintenant c'est 450 000 $. Imaginons que moi je suis un collecteur qui veuille acheter ce punk, ce punk sur fractional.art qui est fractionnalisé. Je vais du coup arriver sur le site, je vais mettre une enchère au prix de la collection. Et il y aura 3 jours où vous pouvez choisir à peu près combien de temps vous voulez l'enchère que l'enchère dure. Mais si personne mise, au bout de 3 jours, je récupère mon punk pour le prix du coup de mon enchère. Et toutes les personnes qui ont un pourcentage de ce token vont pouvoir récupérer le pourcentage enfin, qui correspond à la vente. Donc moi j'ai 0,002% du punk, donc je vais pouvoir récupérer 0,002% de la vente finale, quoi. OK, excellent. Vraiment, je trouve ça intéressant, moi, cette financiarisation qui arrive dans les actifs digitaux et à la fois on se fait plaisir parce que c'est quand même de l'art. Alors, les CryptoPunks, c'est du collectible, on est d'accord, hein? Dans cette room, on explique régulièrement qu'il faut faire la différence entre un collectible, c'est-à-dire un objet, qu'on a plaisir à collectionner et qui est en général lié à des avatars, hein. On sait tous que sur Twitter, les gens qui ont un punk ou un Bored Ape le mettent en avatar. Et il faut distinguer ça de la démarche artistique, mais bon, on va pas reparler de ça aujourd'hui. Moi, j'aimerais, le temps avance, Tommy, j'aimerais que tu nous parles de Pixiebox, qui est, un gros projet aussi, que tu as lancé récemment et qui est toujours lié à cet art génératif, mais tu proposes cette fois à des artistes de eux-mêmes, générer leur collection, c'est ça? Oui. Bah, du coup, Pixiebox, ouais, on a commencé à travailler là-dessus il y a 3 semaines à peu près. Et donc du coup, bon, j'ai un ami à moi qui est, je pense, un des meilleurs développeurs du monde. Et bon, du coup, je l'ai contacté. Je lui ai dit, mec, il faut qu'on travaille sur un truc parce que je vois qu'il y a des collections génératives. Moi, comme je fais du développement blockchain, j'avais beaucoup de gens qui venaient me voir en me demandant des collections. Mais quand je travaille sur une collection, je suis obligé de prendre 25%, voire plus, puisque c'est beaucoup de travail en fait, juste sur le fait de créer les métadatas, créer les scripts, etc. Et je me suis dit, mais en fin de compte, la majorité des collections, elles se ressemblent, quoi. Donc, on a créé Pixiebox justement pour solutionner cet aspect de, en fait, tout le développement. Et en fait, ce qu'on veut maintenant, c'est que offrir aux artistes la possibilité de seulement avec un template Photoshop créer une collection générative du nombre de pièces qu'ils désirent, quoi, directement depuis la plateforme et sans aucun coût en dehors du coût du contrat, quoi. Et donc, enfin, de coup, il n'y a pas d'investissement nécessaire parce que de travailler avec un développeur, souvent ça coûte cher. Soit vous allez payer un développeur et ça va vous coûter une fortune, et c'est compliqué pour un artiste de savoir quel développeur choisir, etc. Donc, on a créé Pixiebox pour ça. Et ce qu'on va faire dans le futur, c'est vraiment autoriser certains artistes, en fait, créer une curation et en fait devenir si vous connaissez, un mélange entre Artblocks, qui est une plateforme basée sur la curation d'artistes qui font de l'art génératif, mais c'est plus du code art,
Alors que nous, c'est plus de la collection générative dans le sens où vous avez vos assets et vous allez pouvoir les combiner avec des exclusions et des raretés. Il fait en même temps utiliser Pixibot pour tester vos combinaisons et voir à quoi ça ressemble, si vous aimez ce qui se passe, et puis vous pouvez ajuster au fur et à mesure très rapidement. Et ça, du coup, avant Pixibox, ça n'existait pas, quoi. C'est souvent un Ouais. process très très long pour construire une collection générative. C'est carrément génial ce que tu proposes. Moi, ça m'intéresse. Je suis vraiment le premier intéressé parce qu'en plus, je prépare mes créations dans Photoshop. Donc, effectivement, j'ai déjà tous les calques. Et en revanche, tu pourrais peut-être être plus précis, c'est-à-dire qu'on peut définir, par exemple, à partir d'un calque Photoshop qui représenterait une figure humaine, par exemple, quelque chose de figuratif. Il faudrait dire, je voudrais 5000 images qui seraient générées à partir de ce même calque, mais en revanche, les couleurs sont différentes, c'est ça, ou la forme est différente. Comment on choisit l'adaptation de l'image, les modifications d'image? Bon, alors pour faire simple, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un combinateur avec des poids, en fait. Et la façon dont vous allez nommer vos fichiers, vos dossiers, en fait, et vos calques dans Photoshop va influencer l'algorithme. Donc par exemple, vous allez avoir, là regardez, si vous regardez ma PTR, mon image de profil, c'est une collection de Royal, donc les blockchain chimp. C'est une des premières artistes, donc bêta testeuse de la plateforme. Et donc du coup, elle va avoir un calque qui va être le corps du singe, les accessoires de tête, les yeux, la bouche. Et en fait, vous allez pouvoir avoir les métadatas. Si vous connaissez les métadatas, pour faire simple, vous allez avoir justement, sur toutes les collections, vous allez voir justement les variations de collections génératives. Elles vont être directement affichées par les métadatas. Vous allez pouvoir les voir sur OpenSea et trier tous les pièces d'une collection qui ont un, un fond spécifique, ou alors un chapeau spécifique, ou alors des lunettes spécifiques, etc. Et donc, nous, on s'occupe du coup depuis ce template Photoshop que vous allez pouvoir éditer et comprendre un peu rapidement. On a fait quelque chose de relativement simple. Vous allez pouvoir justement créer vos métadatas directement et du coup les raretés, puisqu'on a un système de rareté. Donc par exemple R50, ça va être 50% des pièces d'une collection vont avoir ce chapeau-là, ou vont avoir un chapeau. 50% vont être des fusions qui enlèvent tous les équipements et tous les attributs qui sont des attributs pour hommes. Voilà. Donc c'est comme ça que ça marche actuellement. Et donc du coup, si vous êtes intéressé par Pixibox, nous on ouvre la bêta. Donc là, on a encore les derniers éléments à finaliser, donc l'interaction avec le smart contract. Et du coup, dimanche ou début de semaine prochaine, la plateforme sera totalement terminée pour la bêta ouverte. Et là, du coup, on va commencer à rajouter de la curation. Donc, on va vérifier, on demande 3 pièces au début. Donc, quand vous créez un compte, puisque c'est une application décentralisée, donc c'est lié à votre wallet. Chaque artiste doit envoyer ses socials et 3 pièces de la collection qu'il veut créer avec une description et un white paper. Parce que ça, c'est aussi quelque chose dont on est vraiment, vraiment conscient. On veut que chaque collection qui vienne sur Pixibox sold out. Parce que c'est quelque chose qui est important pour nous. Et on veut justement permettre à tous les artistes, en leur offrant les outils, et on travaille déjà sur une façon de les mettre en contact avec des marketeurs. Donc ils vont pouvoir leur assurer toute la partie marketing qui souvent est manquante chez les artistes pour assurer du coup le fait que la collection soit réussie, quoi. C'est vraiment génial. Moi, je vais effectivement en parler sur Twitter et je viendrai rejoindre Pixibox. Donc, j'ai compris que bien au-delà de proposer un un outil technologique, vous proposez aussi une curation, c'est-à-dire que vous vous impliquez dans les projets, il faut un white paper, il faut une vraie démarche de création d'une série de collectibles finalement. Donc, je trouve ça intéressant. Je vois que Valentin nous a rejoint. En fait, n'hésitez pas, faites comme Valentin, vous levez la main et on vous amène sur scène et vous pourrez poser vos questions à Tommy concernant tous ces sujets qui sont absolument passionnants. Ben justement, donc je te donne la parole, Valentin. Bonjour, bienvenue à toi. Salut Benjamin, merci beaucoup. Je vois qu'il y a aussi Grida dans l'audience. Grida a fait un tweet hier qui a été retweeté par beaucoup de gens et c'est vraiment cool, c'est vraiment sympa. J'ai rencontré Grida sur Clubhouse, sur une autre room américaine, donc c'est vraiment génial cette communauté. Justement, on s'est déjà vu sur Twitter et sur Clubhouse et sur d'autres rooms.
Donc ça, c'est vraiment cool. Je suis arrivé un peu je suis arrivé un peu à court du truc, donc j'ai pas tout entendu juste avant. Peut-être que j'ai manqué quelque chose de cool. Oui, effectivement. Donc, oui, oui, on parlait donc tout d'art génératif, les projets de Tommy, à la fois son métaverse et la Pixie Box. Mais justement, il nous rejoint. Bonjour, Caïs, bienvenue à toi. Tu peux poser la question que tu souhaites. Ah, ben voilà, il a disparu. Ah mais il a disparu. Ah, Je voulais en profiter aussi, Benjamin, je sais pas si tu as suivi, nous on a lancé notre drop hier du coup, et on est aux enchères live là jusqu'à demain soir. ok, excellent. Bon, bah, on ira suivre ça. Euh, Salut ouais. Florent. Tu découvres la découverte? Ah Oui, si tu confonds, si tu confonds, c'est pas le même. Effectivement, c'est pas la même chose. oui, Ok, ok, très bien. Bon, ouais, t'inquiète, on s'en met vite les pinceaux avec tous les projets, tous les trucs et tout, donc il n'y a pas de problème. La découverte, donc vous pouvez regarder sur mon lien là, vous cliquez sur mon visage et vous voyez, il y a mon Twitter et mon Insta. C'est une marque que j'ai créée, donc l'idée c'est de prendre des tableaux, des peintures et de les animer. Donc apporter du mouvement, de la vie, de l'animation et de la musique dans ces tableaux pour en faire des œuvres d'art animées sous forme de NFT. Donc on a commencé, on est en train de faire notre premier drop. Enfin, on a fait notre premier drop hier et donc on est aux enchères jusqu'à demain. Et on vend ça sous forme de NFT. C'est des œuvres animées, donc c'est un nouveau rendu qu'on peut vraiment apprécier pour vraiment sublimer l'œuvre. L'idée, c'est pas de faire quelque chose d'autre que d'apporter quelque chose de magnifique à une œuvre statique qui existe déjà dans le monde physique, et donc d'arriver et de créer quelque chose de nouveau et de magnifique dans le monde digital sous forme de NFT. Donc là, notre première œuvre qu'on vend, c'est une artiste peintre qui fait des tableaux de femmes magnifiques, des portraits plein de couleurs, plein de formes, et moi, quand j'ai vu ça, j'ai trouvé ça tellement beau que je me suis dit: «Il fallait que» enfin, je le voyais bouger dans mes devant mes yeux, donc l'idée, c'était de créer ça et de faire une vraie animation et un vrai rendu avec une belle musique, et donc là, quand la personne qui achète, elle aura l'œuvre animée, qui est une vidéo d'une minute avec, de la musique et beaucoup de mouvements et de motion, et c'est très, très, très bah, beau. c'est Heu, génial. Bah, on ira voir ça, Valentin, c'est super. Merci en tout cas voilà, d'être là Benjamin. avec nous et de nous parler de ce projet. Je vois qu'il y a aussi Charles-Édouard maintenant qui est sur scène. Charles-Édouard, bonsoir, bienvenue. Tu peux poser une question avec plaisir. Bonsoir Benjamin, bonsoir à tous. Je suis euh, à Auberg, rencontré il y a mon série. Jeune homme incroyable. En fait, j'ai pas d'autres mots. Il me fait voyager dans le métaverse, il me fait voyager dans Unknown Trajectories, il me fait voyager dans le monde des NFT, il me fait voyager dans le monde des geeks dans lequel lui est bien immergé parce qu'il a 2 fois moins que mon âge. Donc surtout pour le saluer, puis saluer ton travail aussi, saluer votre travail à vous deux parce que je suis déjà venu dans la room Benjamin avec Florent et je trouve que vous faites un super boulot pour la communauté francophone. Donc surtout pour le shout-out et soutenir et chapeau gros, chapeau Tommy. Ouais, bravo les gars. Ah bah ça fait plaisir, merci beaucoup Charles-Édouard, merci Valentin de nous soutenir. Ouais, ouais, c'est vrai qu'on fait ça avec beaucoup de passion et vous nous retrouvez, les podcasts sont sur les grandes plateformes de podcasts, donc vous pourrez réentendre tous nos épisodes. On a toujours Tommy avec nous. Moi, j'ai encore des questions, Tommy, mais j'en profite si quelqu'un veut monter sur scène, vous posez une question à Tommy sur tous ces projets d'art génératif. Vous êtes vraiment les bienvenus. Sur Pixiebox, je trouve que c'est vraiment, à mon avis, une percée parce que les artistes sont en train de comprendre que on peut, avec le NFT, absolument faire exploser sa créativité, exploser ses concepts créatifs. Parce que moi, je considère qu'une collection comme ça, c'est un concept, finalement, c'est de l'art conceptuel. Et je voulais savoir pour Pixiebox, justement, vous lancez ça, ça va commencer ce week-end. Et comment ça va se passer? Il y a un modèle économique derrière. En même temps, ma question que j'ai oublié de te poser, qui est importante pour moi, c'est ton background. Est-ce que pour le métaverse que tu as créé, est-ce que pour tous tes projets, tu fais une levée de fonds? Est-ce que tout ça, c'est sur tes deniers personnels? Et comment tu t'en sors pour travailler sur tous ces projets?
pour y arriver, tout simplement. Mmh, d'accord, bah, déjà pour répondre à ta première question, déjà avant tout je veux, pour, le shout out, je te remercie beaucoup à ton approbation Charles. Charles aussi est très talentueux, c'est un grand constructeur de communauté et puis, un ami et je suis content qu'il soit là. Valentin, j'adore, ce que tu fais, c'est vraiment cool, n'hésite pas à m'envoyer un message, j'ai peut-être quelques commentaires à faire, sur ce que tu as fait, j'aime Avec plaisir. beaucoup le concept. Et donc du coup, sur la monétisation de Pixiebox, on prend 6%. Donc du coup, on voulait vraiment quelque chose de vraiment artist friendly. Donc du coup, ça laisse une grande marge aux artistes pour justement choisir de faire des partenariats, puisqu'il y a une option qui permet de choisir les wallets que vous voulez avoir directement donc sur vos 94. Ce qu'on fait aussi, nous, c'est que notre but, c'est d'utiliser cet argent pour construire la plateforme, en fait, construire les socials, c'est avoir de plus en plus de visibilité. Parce que le but, c'est pas juste d'être en fin de compte une plateforme complète qui va assurer une énorme visibilité aux artistes dont on va faire la curation, quoi. Sur Unknown Trajectory, bon, bah, du coup, il n'y a pas eu de levée de fonds en fait. C'est sur mon temps personnel, étant donné que je suis développeur, moi je suis développeur web et développeur d'expérience digitale, donc et maintenant développeur blockchain. Donc techniquement, j'ai pas besoin de ressources externes, puisque du coup, ça se base surtout sur le travail artistique de Techies, sur des collaborations. Et en termes de développement, je suis capable d'assurer le développement complet de la plateforme. Donc évidemment, c'est beaucoup de travail. On aura peut-être du recrutement externe par la suite. Et là, on a embauché un marketeur, mais sur nos fonds personnels. Et du coup, comme on est trois sur le projet, il y a moi, TechKeys, et donc Justin, qui est du coup un peu notre financier et notre curateur, puisque lui a une galerie à Los Angeles. Si vous avez l'occasion de croiser Justin sur les rooms américaines, c'était un très grand collecteur, notamment sur Ethereum qui est sur Ethereum, qui travaille avec nous, donc du coup sur toute cette partie relations publiques. Euh, mais oui, effectivement, c'est l'avantage de la blockchain, c'est que ça permet justement, sans vraiment passer sur de levée de fonds, en fait, d'avoir très vite des rentrées d'argent et puis d'être indépendant en termes sur le point de vue financier, quoi, que ce soit par des ventes d'œuvres ou quand on parle de collection générative, souvent c'est souvent des très 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 grosses sommes d'argent. Donc c'est aussi ça qu'on veut, puisque un artiste est vraiment libre quand il n'a pas besoin de vendre en fait. Ça c'est ma vision philosophique de l'art. Et beaucoup de personnes dans la sphère NFT sont un peu bloquées dans le sens où ils sont obligés de suivre des mouvements et se bloquent un peu ça empiète sur leur créativité, à mon sens. Et Ouais, je te confirme que le problème se pose aussi dans l'art traditionnel, où il y a beaucoup d'artistes qui ont un job à côté pour pouvoir créer tranquillement sans la pression du marché, sans la pression des galeristes. Parce que dès qu'on travaille avec des galeries, il faut beaucoup produire. Si ça marche bien, après, il y a énormément de production à faire. Et donc, on est pris dans un mouvement où la création n'est pas toujours mise en valeur. Ça, je suis bien d'accord. Mais donc, je comprends mieux que Pixiebox, vous vous impliquez dans les projets parce qu'il n'y a pas de frais à l'entrée. Mais en revanche, il y a une commission sur le succès de la collection, quoi. oui, effectivement, effectivement. Donc on est à 6%, 10% si vous voulez un contrat en marque blanche. Donc du coup, on fera pas votre promotion. On peut comprendre que certains artistes veulent vraiment un truc à leur nom, notamment des très très gros artistes. Donc ça c'est nos prérequis, mais du coup, on a voulu vraiment avoir un pricing qui est en dessous du marché, puisque quand vous regardez travailler avec un développeur, bon, aucun développeur travaille en dessous de 10%, et la moyenne c'est autour de 30%, voire 50%, quoi. Et donc c'est vraiment ça qu'on voulait faire. On ne veut pas voler le travail des développeurs, mais on veut vraiment offrir aux artistes une liberté d'esprit de pouvoir créer, se focaliser sur l'art, et nous on s'occupe du reste, quoi. Et c'est ça vraiment, puisque de toute façon le NFT c'est de l'art. Euh, Moi j'ai vraiment eu cette réponse à. Je vais pas dire que j'ai pris ça comme une agression, mais il y a de plus en plus de personnes qui travaillent dans les SEO, des marketeurs en fait. C'est très bien d'être un marketeur, mais je veux dire, quand vous êtes un marketeur et que vous embauchez quelqu'un sur Fiverr, que vous créditez pas sur votre projet, qui vend pour plusieurs millions et qu'ensuite vous laissez tomber votre communauté, euh, je veux dire, le FOMO est là, vous voyez, c'est le problème, c'est que quand vous voyez que ça vend beaucoup, bah, vous en voulez un.
vous en achetez un, et puis en fin de compte, vous allez peut-être pouvoir récupérer votre argent si vous êtes assez malin ou si vous êtes assez entraîné en flip. Mais sinon, les gens, vous essuyez des pertes, quoi. Justement parce que derrière, vous n'avez pas un véritable artiste, un projet qui met pas l'art en premier point. Et je trouve ça dommage, parce que maintenant, les gens se sentent obligés aussi d'avoir des white papers ultra élaborés et puis des projets de plus en plus complexes, alors que souvent, juste collecter un artiste dans un format différent peut être aussi très très intéressant en fait, puisque c'est un nouvel outil pour les artistes, et si un artiste est déjà coté, techniquement, juste créer une collection générative, ça permet au plus grand nombre d'avoir une de ces pièces sans débourser 30 000 dollars, quoi. Et nous, c'est aussi une vision qu'on a de vraiment focaliser, c'est artiste-centrique, on va dire. Ouais, ouais, c'est vraiment, vraiment intéressant ce que tu dis. Ça fait penser aux collections de Murat Mak Pak, donc Pak, l'artiste digital qui, avec les Lost Poets aussi, fait des énigmes. On sent bien qu'il y a le white paper est justement énigmatique en fait. Il est à découvrir progressivement avec l'avancée du projet. Et moi, ma dernière question pour toi, Tommy, ce serait, je me pose beaucoup de questions sur l'art génératif quand on voit le succès des art blocks, où effectivement, esthétiquement, ça n'a pas, pour moi, un intérêt majeur artistiquement. En revanche, ça a l'intérêt de la collection générative. Est-ce que tu penses que ça va prendre de plus en plus de place dans l'univers des NFT, ou est-ce que les artistes qui ont une démarche vraiment personnelle, etc., est-ce que c'est eux qui vont finir par percer, ou est-ce que cet art génératif, c'est, comme tu le disais en préambule, un nouveau mouvement artistique aussi important que l'art moderne, par exemple, qui va s'installer dans les 10 prochaines années? Comment tu vois une perspective comme ça, une prospective? Moi, je pense que c'est déjà un mouvement déjà très bien installé. Ça fait déjà des dizaines d'années depuis l'invention de l'ordinateur, l'art génératif est présent. Bon, c'est un peu la renaissance en fait du web art qu'on est en train d'être témoin avec les NFT. Et du coup, il y a des gens qui créent ça depuis des années et des années sans avoir un seul centime, et qui ont maintenant la possibilité en fait d'avoir cette plateforme à leur disposition qui est Artblocks. Et comme je disais tout à l'heure, le marché est déjà là, le marché est présent. Et plus vous avez une plateforme plus qu'un outil, et plus que vous allez avoir d'impact sur le marché de l'art. Et nous, c'est exactement ça qu'on veut faire avec la collection générative. Évidemment, au début, on va demander des white papers, etc., puisque notre but, c'est vraiment d'instaurer cet attrait vers Pixiebox et d'avoir les regards tournés vers nous. Mais par la suite, la curation d'artistes qui, juste par le fait d'être sur Pixiebox, va leur permettre de vendre, comme c'est déjà le cas sur Artblocks Curated, quoi. Donc ça, c'est vraiment la vision qu'on veut pousser sur le marché. Et c'est surtout du travail sur la visibilité, quoi. Si vous avez 5 millions de followers, vous allez vendre instantanément. Vous voyez ce que je veux dire? Et si le Snoop Dogg il fait une collection, là je travaille avec un de ses collègues sur une collection de têtes de weed interactives, euh, qui est d'ailleurs avec Max 100, qui va dropper là, du coup demain. Euh, on sait qu'on va avoir, du coup des OG du coup de l'équipe de Snoop Dogg, donc on va avoir Snoop Dogg qui va tweeter, ça va vendre instantanément, quoi. Vous voyez, et c'est justement cet aspect, sans avoir les followers, le fait de créer une plateforme, ça permet de créer une curation et d'être le follower en fait, et d'avoir vraiment l'audience qui va acheter en fait le produit, qui juste par le fait que euh, l'artiste soit référencé sur cette plateforme comme sur un blog curated, va faire que ça va vendre instantanément, quoi. Peu importe la qualité de l'art, peu importe l'aspect visuel, c'est un produit d'investissement pour beaucoup de personnes. Oui, ça on en a parlé, c'est l'aspect communautaire, c'est ce qui est devenu aussi l'Internet, le Web 3.0, ça va être totalement lié aux communautés. Et celui ou celle qui a la plus grosse communauté pourra embarquer tout le monde dans n'importe quel projet en fait. Et là, effectivement, peu importe la démarche artistique, je suis d'accord. Tommy, il est 19 heures passées, on fait toujours en sorte de faire 1 heure de room, pas plus, pas plus, pas moins, pour inciter tout le monde à nous retrouver mardi prochain à 18 heures avec d'autres actus, un autre invité. Il me reste à te remercier énormément, Tommy, pour toutes ces informations. C'était vraiment passionnant. On a pu enfin aborder l'art génératif. Ça fait longtemps qu'on voulait le faire
avec Florent. Donc là, on l'a fait. Et puis, je vous donne rendez-vous mardi prochain à 18 h. J'en profite pour faire ma publicité. Pour initier ceux qui ne connaissent pas bien ce secteur. Il suffit d'aller sur nftformation.art. Voilà, merci. Et Florent, je vais conclure aussi, puisque je sais que tu es entre deux avions. Pas facile pour toi, mais merci d'avoir été là, évidemment. Et très belle soirée à tout le monde. À bientôt. Au revoir. Encore merci beaucoup. Et puis Florent, bon vol. Allez, Merci à vous et bravo les gars. merci Valentin. Salut tout le monde. Ciao, ciao.